Monsieur Marin et Chloé. Je me souviens que nous avions un vétéran de la guerre du Golfe comme professeur de sciences, que j'appellerais Monsieur Marin pour des raisons d'anonymat. Monsieur Marin était le genre de personne qui gardait visiblement ses affaires en ordre pendant les situations de panique. En 3 ans, je ne l'ai presque jamais vu faire plus qu'un sourire tranquille. En 9e année, j'ai rencontré une fille nommée Chloé qui arrivait en retard à notre première classe tous les jours et était assez silencieuse. Un jour, elle ne s'est pas présentée pour une raison quelconque, et au lieu de la marquer comme absente, il a appelé le bureau et a eu une conversation très calme, ayant l'air visiblement perturbé et choqué. Le lendemain, Chloé est arrivée en classe un peu en retard avec un nez cassé, un œil au beurre noir et la mâchoire fermée par des fils. Même si cela s'est passé il y a environ 25 ans, je peux encore voir l'expression sur le visage de Monsieur Marin quand il l'a vue. C'était de la pure fureur. Il l'a emmenée dans son bureau, a eu une conversation calme avec elle, puis l'a envoyée chez l'infirmière. Ensuite, il nous a dit à tous de ne pas mentionner l'incident parce qu'elle avait eu un accident et se sentait embarrassée. La plupart des gens ont rapidement perdu de l'intérêt. La rumeur circulait. « As-tu vu Chloé ? Quelqu'un l'a frappée. » Plus tard, en passant devant le bureau de l'école en rentrant chez moi, j'ai vu le directeur, 2 policiers, Monsieur Marin et Chloé à l'intérieur avec la porte fermée, et elle pleurait. L'un des policiers a remarqué que je regardais et a baissé les stores. Normalement, je rentrais chez moi à pied, alors j'ai décidé d'attendre. L'école se terminait vers 2h30 et je sortais généralement avec des amis pour écouter de la musique ou jouer au basket pendant environ 30 minutes avant de commencer à marcher. J'ai attendu devant l'école jusqu'à près de 4h de l'après-midi. Finalement, une voiture s'est arrêtée et un homme en est sorti, ayant l'air en colère et maudissant. Comme j'étais le seul là, il a demandé où se trouvait le bureau et je l'ai simplement indiqué. Mais il n'a pas atteint la porte. Les 2 policiers sont rapidement sortis, l'un devant et l'autre derrière. Et celui qui s'est approché de l'homme a commencé à lui dire de se calmer. L'homme en colère a simplement perdu la tête, criant que sa fille aurait dû être à la maison il y a 1 heure et qu'il avait dû quitter le travail, menaçant de prendre des mesures légales. Les policiers essayèrent de le calmer et soudain, Monsieur Marin est sorti par une porte latérale de la piscine, furieux, et s'est précipité vers l'homme. En quelques secondes, il était sur lui et l'a frappé plusieurs fois avec ses poings fermés, tout en respirant profondément et de manière rythmée, comme lorsqu'on soulève des poids. Les policiers ont mis un moment à les séparer, ont menotté l'homme et aussi Monsieur Marin, qui restait impassible sauf pour quelques articulations ensanglantées, respirant lourdement sans dire un mot. J'ai décidé de rentrer chez moi à ce moment-là. Le lendemain, Monsieur Marin n'était pas à l'école et nous avions un remplaçant. À la fin de la journée, les gens racontèrent des histoires très déformées de ce qui s'était passé. J'ai entendu des choses comme quoi Monsieur Marin avait sorti une arme ou même utilisé un couteau, mais rien de tout cela n'était vrai. La semaine suivante, sans aucune explication, Monsieur Marin est revenu. La première chose que j'ai remarquée était un message écrit au tableau disant que si quelqu'un posait des questions, il serait envoyé en détention. Son expression montrait clairement qu'il n'était pas d'humeur à plaisanter. Personne n'a revu Chloé après cela. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il y a environ 5 ou 6 ans, je racontais cette histoire à un ami et il m'a suggéré de la chercher sur Facebook. Je me sentais un peu idiot parce que je n'y avais même pas pensé avant. Je suis allé chez ma mère, j'ai ouvert mon annuaire du lycée et j'ai trouvé son nom de famille que j'avais complètement oublié. Je l'ai écrit sur Facebook et j'ai trouvé plusieurs personnes avec le même nom, car c'est assez courant. Finalement, je l'ai localisée sur LinkedIn de tous les endroits. Il s'avère qu'elle a fini par aller à un programme de maîtrise à l'Université du Colorado et travaille maintenant dans la finance ou quelque chose comme ça. Sa photo la montrait souriante, ce qui m'a aussi rendu heureux. J'ai décidé de faire quelques recherches par curiosité et j'ai trouvé quelques articles qu'elle avait écrits sur divers sujets de sensibilisation sociale et de gestion des abus et du harcèlement. L'un d'eux était raconté comme une histoire fictive, mais c'était presque une autobiographie. Une fille arrivait en retard à l'école tous les jours, sans énergie et avec une personnalité qui ne se démarquait pas. Elle portait des vêtements amples et avait peu d'amis. Pour moi, il était évident qu'elle parlait d'elle-même. Dans l'histoire, la fille avait été abusée physiquement pendant des années par son beau-père, un alcoolique abusif. Il a fallu qu'un enseignant sans aucune formation spécifique détermine ce qui s'était passé et déclenche la chaîne d'événements qui ont mis fin à l'abus.
L'objectif de l'histoire était d'enseigner à d'autres enseignants quels signes chercher et quels traits de personnalité observer. Après cela, j'ai cherché Monsieur Marin pour voir comment il allait. J'étais inquiet qu'il soit mort. Après tout, il avait entre 50 et 60 ans à l'époque. J'ai trouvé quelques articles sur son temps en tant qu'entraîneur. Il avait aussi été entraîneur de baseball au lycée et une note indiquant qu'il avait pris sa retraite en 2001. Je n'ai rien trouvé d'autre, ni nécrologie, ni rien. J'aime penser qu'il est probablement assis en train de regarder des rediffusions d'une émission qu'il aime, en buvant de la bière et en jouant avec ses petits-enfants, qui avaient probablement à peu près l'âge que Chloé et moi avions à l'époque. C'est ce que j'aime imaginer. Une nuit terrifiante en novembre, 2008. La nuit la plus terrifiante de ma vie fut le 22 novembre 2008. C'était un dimanche et ma sœur et moi nous préparions à aller au lit quand nous avons entendu quelqu'un crier dehors dans notre allée. Il criait le nom de notre famille, quelque chose que je ne vais pas partager. Aussi effrayant que cela puisse être, je n'ai pas compris ce que cela signifiait à ce moment-là. Je pensais qu'une personne très en colère nous criait dessus à tous, alors qu'en réalité, elle appelait mon père. C'est ma sœur qui a d'abord regardé par les stores pour voir ce qui se passait et elle a commencé à paniquer en disant « Maman, maman, maman ». Elle nous a emmenés dans sa chambre et celle de notre père qui était à l'arrière de la maison. Et c'est là que nous sommes restés jusqu'à ce que notre père revienne et nous dise que nous étions en sécurité pour sortir. Notre mère continuait de nous dire que papa nous protégerait. J'étais inquiet que tout aille bien, mais ma sœur et moi étions émotionnellement détruits à ce moment-là. Personnellement, j'étais convaincu que l'homme dans notre allée allait tirer sur mon père, alors j'étais inconsolable jusqu'à ce qu'il revienne finalement. Je ne me souviens pas qu'il nous ait dit autre chose que tout va bien. L'homme en colère est parti, et bien que je tremblais encore à cause de l'impact de tout cela, j'ai pris sa parole pour dire que tout allait bien. Ma sœur et moi avons pris un moment pour nous calmer, mais une fois que nous l'avons fait, maman et papa nous ont mis au lit, nous ont bordés et nous ont encore une fois assuré que tout irait bien. Mais tout n'allait pas bien. Je me souviens que dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que maman et papa semblaient beaucoup se disputer. Au fil des mois, j'ai réalisé que papa semblait dormir parfois sur le canapé de son bureau et restait au travail très tard, au lieu de revenir à la maison pour le dîner autour de 6 heures chaque soir. Cela a continué pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour, maman et papa nous ont assis, ma sœur et moi, et nous ont expliqué que papa n'allait plus vivre avec nous, qu'il déménageait hors de l'État pour son travail et que nous ne pourrions pas le visiter. Ils ont dit qu'ils s'aimaient encore beaucoup et que ce serait juste temporaire, mais nous ne l'avons pas bien pris. Ma sœur lui a demandé à qui il envoyait des textos tout le temps. Elle a répondu quelque chose comme « juste des amis, papa ». Quand il a demandé s'il pouvait voir, elle est devenue très défensive et a commencé à parler de vie privée et de limites, des choses dont une fille de 13 ans ne devrait pas parler. Mon père a confisqué le téléphone de ma sœur, a vérifié les messages et a trouvé une série de messages extrêmement inappropriés avec quelqu'un qui figurait dans ses contacts sous le nom de Ami. Inquiet pour la sécurité et le bien-être de sa fille, mon père a décidé d'enquêter plus en profondeur. Avec détermination, il a cherché à avoir une conversation avec elle, cherchant à comprendre comment cette situation avait pu se produire. Ma sœur, initialement réticente, s'est finalement ouverte après avoir réalisé la sincère inquiétude de notre père. Un enseignant désespéré. J'ai grandi à Taïwan et, comme le campus de mon école secondaire était assez petit, certains bâtiments avaient 3 ou 4 étages pour accueillir tous les étudiants. Un jour, nous étions assis en classe en silence total, occupés avec des cahiers d'exercices de physique. Notre professeur était assis à son bureau devant nous et, tout à coup, il a poussé sa chaise en arrière d'une manière qui a fait grincer le sol et a attiré l'attention de beaucoup d'entre nous. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est que notre professeur a commencé à enlever ses chaussures. Il devait y avoir une explication rationnelle. Il avait peut-être une démangeaison au pied droit ou une pierre dans sa chaussure. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il pourrait enlever ses chaussures soudainement. Mais ensuite, juste après avoir mis ses chaussures dénouées sur le bureau, il a aussi commencé à enlever ses chaussettes. Mes camarades de classe et moi le regardions et nous nous regardions les uns les autres comme pour dire « Qu'est-ce qui se passe dans le monde ?» Car voir un enseignant se comporter ainsi était quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant.
L'enseignant a fait la même chose avec ses chaussettes qu'avec ses chaussures, les plaçant sur le bureau devant lui. Puis, alors que tout le monde regardait, notre enseignant s'est dirigé vers l'une des fenêtres, l'a ouverte et s'est jeté par la fenêtre. Si vous avez déjà entendu parler de l'effet du spectateur, c'était un exemple classique. Personne n'a rien fait jusqu'à ce que notre enseignant tombe de 3 étages. C'était comme si nous étions figés jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire quoi que ce soit. Mais ensuite, quand il a commencé à tomber, c'était comme si nous sortions tous d'un sortilège magique. Il y a eu des cris et nous avons tous couru vers les fenêtres pour regarder. Je me souviens de lui allongé là, sans bouger, et pensant « Mon Dieu, il est mort ». Certains de nos camarades de classe ont couru chercher de l'aide, mais la plupart d'entre nous sont restés où nous étions, regardant le corps apparemment sans vie de notre enseignant en état de choc complet. Peu de temps après, le personnel de l'école est entré en mode crise totale, appelant des médecins et éloignant les enfants de la zone où notre enseignant était couché. C'était et c'est un souvenir très traumatisant. Mais il y a une sorte de fin heureuse à tout cela. Notre enseignant a survécu à la chute. Il était dans un très mauvais état, mais il a survécu. Environ une semaine plus tard, on nous a dit que notre enseignant avait été malade et qu'il avait besoin de temps pour se rétablir. Maintenant, je comprends qu'il avait essentiellement souffert d'une dépression nerveuse totale. Et bien que nous ne sachions pas ce qui a causé cela en dehors des rumeurs, certains ont dit que sa femme l'avait quitté, d'autres ont dit que l'un de ses enfants s'était suicidé et qu'il se sentait coupable, mais aucune de ces choses n'a été confirmée. Et pour moi, les raisons ne sont pas vraiment importantes. J'ai entendu dire qu'il a continué à enseigner, mais qu'il n'est pas retourné dans notre école. Et bien que ce jour-là nous ait tous terrifiés, je suis très heureux qu'il ait survécu et j'espère qu'il a finalement trouvé un peu de paix. Un maître d'école étrange. Je fréquentais l'école du dimanche quand j'étais enfant, ayant grandi dans une zone à très faible revenu de la côte de la Louisiane, lorsque tout était encore un désastre en raison de la crise. Donc, au lieu de cours dans une église ou tout autre type de bâtiment, il les tenait dans une tente de réveil qui avait été vidée après le service du matin. Pendant longtemps, il y avait 2 enseignants, un homme et une femme, et je me souviens qu'ils étaient les typiques gens de l'église, gentils mais simples, un peu ennuyeux, vous savez. Cette semaine-là, ils ont présenté un 3e enseignant. Il ne participait pas activement, il était plus comme un assistant enseignant ou quelque chose comme ça. Il était si silencieux qu'il était presque muet. Je pense aussi que je l'ai entendu dire 3 mots au total, et j'étais là peut-être 10 ou 11 fois quand il était là. La maman de mon ami a dit à son papa à quel point il était étrange et qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec lui près de nous, les enfants. Je suppose que d'autres parents ressentèrent la même chose et certains ont fait des recherches sur lui, car une semaine plus tard, la police est apparue après que le père d'un enfant ait tenté de lui arracher les dents. Je me souviens du type marchant dans la tente, le papa en colère, je veux dire, avant de se jeter contre le silencieux 3e enseignant. Le principal enseignant était un grand type, et c'est une bonne chose, car si ce n'était pas pour le vieux maître silencieux, il aurait été étalé sur cette tente comme du beurre de cacahuète et de la confiture. Et dès que cela s'est produit, les enseignantes ont commencé à nous éloigner de la violence. Au début, je n'entendais rien d'autre que des cris et des pleurs des autres enfants qui étaient évidemment terrifiés par ce qui se passait. Mais je me souviens d'avoir entendu le papa crier exactement cela pendant que l'enseignant principal le traînait. Il criait quelque chose comme « Nous savons ce que tu es, garçon. Nous savons ce que tu es. » Le dimanche suivant, ma maman et mon papa ont dit que nous n'y allions plus. Il n'y avait plus d'école du dimanche et les parents de mon ami lui ont dit la même chose. Ils ont dit que tout avait disparu ou quelque chose comme ça et qu'ils devraient nous trouver un autre endroit pour aller à l'école du dimanche. Et pour être honnête, je n'aimais pas vraiment aller à l'école du dimanche de toute façon et je ne me suis pas plaint de ne pas pouvoir traîner avec lui. Mais cela signifiait aussi pouvoir rentrer chez soi après l'église au lieu de devoir traîner dans une tente puante avec un groupe de vieux ennuyeux de l'église et un type étrange et muet. Longtemps après, je sortais avec un ami. Nous avions l'habitude d'aller à l'école du dimanche et nous étions au lycée à ce moment-là. Nous avions donc le double de l'âge que nous avions quand cela s'est produit à l'école du dimanche et je m'en souvenais à peine jusqu'à ce que nous en parlions par hasard ce jour-là. Au début, je pensais que c'était un peu amusant. Je riais parce que c'était un souvenir si étrange et aléatoire d'une bagarre à l'école du dimanche devant tous les enfants. Et j'ai dit « Oh, tu te souviens ?» J'espérais qu'il rirait aussi, mais il ne l'a pas fait. Il m'a juste regardé avec maladresse. Parce que ce n'était pas une blague et il n'y avait pas de punchline. Le type étrange et silencieux pouvait sembler inoffensif, mais il ne l'était pas.
Ou en fait, il aurait pu l'être, mais pas assez. Je suppose que cela n'a aucun sens. Laisse-moi t'expliquer. Quelques années avant d'obtenir le poste à l'école du dimanche, notre type étrange et silencieux avait eu des problèmes avec la loi et avait accepté un traitement médical pour éviter des sanctions plus sévères. Cette preuve de traitement médical était la seule raison pour laquelle ils l'ont embauché à l'école du dimanche. Les enseignants principaux pensaient que c'était un signe de son véritable repentir et lui ont donné la chance de faire du bien avec les enfants et de ne pas les blesser. Je suppose que je peux attester du fait qu'il n'a rien fait, rien du tout avec aucun de nous, les enfants, dans aucun des CA que j'ai vus. Je ne pense pas qu'il ait jamais eu un moment seul avec nous, mais c'était probablement parce que l'école du dimanche savait que ce type avait un passé, et même avec toutes ces mesures, il ne lui faisait vraiment pas confiance avec des enfants. Cela ne les excuse pas pour l'avoir embauché. Je respecte tout cela sur le pardon et l'oubli des choses chrétiennes, mais je ne pense pas que cela s'étende à quiconque est surpris en train de tenter de faire du mal aux enfants. La triste histoire de Carrie Sage. Mon nom est Steve et je suis de Fort Wayne, Indiana. Bien que cela ne me soit pas arrivé à moi ni à aucun enseignant que j'ai eu, je pense que c'est une histoire incroyable. J'ai tendance à y penser chaque fois que je suis stressé ou qu'un collègue plaisante ou parfois ne plaisante pas à propos de craquer nerveusement. Parce que peu importe à quel point les choses vont mal pour nous, elles pourraient toujours être pires. Je pense que l'histoire qui suit est le meilleur exemple possible de cela. En mars de l'année 1900, une institutrice de 40 ans nommée Carrie Sage d'Indianapolis a subi un effondrement mental complet et a été admise à l'hôpital de l'État d'Union. Aucune raison spécifique n'a été donnée pour son admission. Tous ces dossiers mentionnaient des termes comme stress ou mélancolie. Elle a été admise et on lui a attribué une chambre individuelle au rez-de-chaussée du bâtiment, apparemment avec une vue assez jolie. Un matin, peu de temps après l'admission de Carrie, une des infirmières de l'hôpital est entrée dans sa chambre et l'a trouvée debout près d'une fenêtre. L'infirmière a demandé à Carrie si tout allait bien et Carrie a simplement demandé un verre de lait. L'infirmière est partie chercher le lait, prenant soin de fermer la porte à clé derrière elle. Mais quand elle est revenue, Carrie avait disparu. Le trajet jusqu'aux cuisines ne prenait pas plus de 5 minutes aller-retour et Carrie portait une robe de nuit légère et des pantoufles, il était donc logique qu'elle n'aurait pas pu aller bien loin. Le personnel de l'hôpital a alors lancé une recherche, couvrant tout le terrain de l'hôpital sans trouver la moindre trace de Carrie. Cela a provoqué une grande panique parmi le personnel, non seulement parce que Carrie avait disparu, mais aussi parce que son frère devait lui rendre visite ce même jour. Ils ont fouillé partout à nouveau sans succès. Lorsque son frère est arrivé, ils ont dû lui dire la vérité. Inutile de dire qu'il était en colère. La famille de Carrie a alors demandé l'aide des forces de l'ordre et des dizaines de volontaires pour aider à la retrouver. Ils ont passé des jours à la chercher, fouillant les terrains de l'hôpital, puis élargissant leurs recherches aux champs et aux bois environnants. Ils ont marché le long des rivières, dragué les ruisseaux et les lacs, pensant qu'elle avait pu tomber et se noyer. Mais encore une fois, aucune trace d'elle n'a été trouvée. Finalement, la police a dû abandonner les recherches, ne laissant qu'un détective sur le CA. Cela signifiait que si les amis et la famille de Carrie voulaient continuer à la chercher, ils devraient le faire eux-mêmes. Les années ont passé et malgré une récompense considérable, personne n'a fourni d'informations utiles. Il y avait des rumeurs qu'on l'avait vue monter dans un train pour l'Ohio, ce que je ne crois pas. Je suis assez sûr que c'était son état natal, mais aucune de ces rumeurs n'a pu être corroborée, et la recherche a continué. 2 ans plus tard, en 1902, dans une école de médecine, un médecin effectuait une dissection de cadavres devant un groupe d'étudiants en médecine. Il a retiré le drap recouvrant le visage du sujet et l'un des étudiants a commenté qu'il ressemblait beaucoup à une personne disparue de l'Indiana. Un groupe d'autres étudiants a convenu qu'il ressemblait à l'institutrice disparue de l'hôpital d'État. La conférence a été arrêtée, un dentiste a été appelé et après avoir examiné les dents du cadavre, ils ont été surpris de découvrir qu'il s'agissait bien de la disparue Carrie Sage. Évidemment, la police était très intéressée de savoir comment l'école de médecine avait obtenu le corps d'une patiente mentale disparue. Lorsqu'ils ont interrogé l'école, on leur a dit qu'ils avaient acheté le corps à un homme nommé Rufus Cantrell. Rufus a été arrêté et, une fois en garde à vue, a avoué être l'un des pilleurs de tombes les plus actifs de l'histoire des États-Unis. Je suppose qu'il l'a fait en échange d'une immunité ou d'une peine réduite, mais l'histoire raconte que Rufus a tout raconté.
Il a dénoncé les personnes avec lesquelles il travaillait, les chirurgiens qui achetaient les corps, et a même expliqué comment il gagnait de l'argent en vendant des corps entiers ou en morceaux. La police a noté tout ce qu'il disait, mais ils étaient principalement intéressés par une chose. Comment Rufus avait-il mis la main sur le cadavre de Carrie Sage? Apparemment, la nuit même où Carrie a disparu, le 11 mars 1900, Rufus et ses complices pillaient un cimetière près de l'hôpital d'Union lorsqu'ils ont vu une femme en robe de nuit et pantoufles. Ils ont essayé de se cacher, mais la femme les a vus. Craignant qu'elle aille directement aux autorités, ils l'ont kidnappée et l'ont emmenée dans la cave d'une ferme voisine. Ils pensaient qu'ils pourraient simplement la convaincre qu'elle n'avait rien vu et la laisser partir. Mais Carrie, déjà malade, a refusé toute nourriture et eau, pensant peut-être qu'ils étaient empoisonnés. Après 2 ou 3 jours sans nourriture ni eau, elle est décédée, et c'est ainsi que Rufus et ses amis se sont retrouvés avec un cadavre frais à vendre. Rufus a affirmé qu'il était innocent et que ses amis étaient responsables de la mort de Carrie, mais il a tout de même été condamné à 10 ans de prison pour sa participation. À l'époque, les médias imprimés commençaient à se répandre, et dans les jours qui ont suivi le procès de Rufus, tout le Midwest était outré, disant qu'il n'avait pas passé assez de temps en prison pour ce qu'il avait fait. Cela a poussé les autorités à établir le Conseil anatomique de l'État, qui a mis en place certaines des premières lois exigeant que les écoles de médecine obtiennent des cadavres légalement et imposant des peines plus sévères pour les pilleurs de tombes. Carrie a finalement été enterrée dans un cimetière choisi par sa famille, et l'hôpital d'où elle avait disparu a été fermé peu de temps après. Il est devenu une pension de famille pendant un court moment, puis a été abandonné pendant de nombreuses années. La triste fin de Leona Düsseldorf. Tout cela s'est passé en septembre de 1958. Leona Düsseldorf, âgée de 70 ans, vivait à 1000 South Brady Street à Attica, Indiana. L'ancienne enseignante, qui avait pris sa retraite près de 25 ans plus tôt, dépendait principalement de ses chèques de sécurité sociale pour mettre de la nourriture sur la table et attendait souvent sur son porche l'arrivée du facteur qui les livrait. Mais un jour, le facteur est arrivé et a découvert que Leona ne l'attendait pas. Inquiet, il a inspecté la boîte aux lettres de Leona et a découvert que les lettres du jour précédent n'avaient pas été ouvertes non plus. Il a frappé à sa porte et crié son nom. N'obtenant aucune réponse, il a informé les voisins de la situation et leur a demandé d'appeler la police. Ensuite, lorsque la police est arrivée, ils ont forcé l'entrée de la propriété et ont commencé à chercher Leona. En entrant dans la maison, les agents ont observé le désordre des meubles renversés et des excréments d'animaux. La collection de chats de Leona avait fait un grand désordre dans sa cuisine en cherchant de la nourriture, un détail que les agents ont mal interprété. Ils ont supposé que, étant donné que ces chats bien-aimés étaient négligés, le cadavre de Leona devait être quelque part dans la maison. Cependant, après avoir fouillé la maison de fond en comble, ils n'ont trouvé aucune trace de Leona. Il n'y avait aucun signe de lutte, et les seules choses manquantes étaient le sac à main de Leona et une petite montre à gousset qu'elle portait souvent. Cela a conduit la police à croire qu'elle avait quitté la maison volontairement, mais son absence continue était préoccupante. Malgré son âge avancé, Leona était une femme très active et en forme, connue pour faire de longues marches couvrant jusqu'à 8 miles à la fois. Cependant, elle était aussi connue pour faire de l'autostop, demandant des trajets à des locaux comme à des étrangers. La police a envisagé 2 possibilités. Soit Leona s'était blessée lors d'une de ces marches, soit elle avait pris un trajet avec une personne aux intentions malveillantes. Avec l'aide de volontaires locaux, les équipes de recherche et de sauvetage des forces de l'ordre ont parcouru ses itinéraires habituels, y compris la propriété agricole que Leona possédait près de Stone Bluff. La sœur de Leona, décédée quelques années auparavant, lui avait laissé la propriété agricole de 80 acres et Leona y allait parfois pour se sentir plus proche des défunts. Malgré une recherche exhaustive sur la propriété, la police n'a trouvé aucune trace de Leona. Un peu moins de 2 mois après la disparition initiale de Leona, 2 chasseurs de lapins de Covington, Indiana, se sont arrêtés pour faire une pause près d'un vieux puits couvert de planches de bois lorsqu'ils ont remarqué une odeur nauséabonde en émanant. Bien que le puits ne soit plus utilisé, il mesurait toujours 11 mètres de profondeur et se trouvait à environ 11 miles au sud-ouest d'Attica, Indiana, sur la propriété d'une femme nommée Mary Hickman. Cependant, en 1958, la propriété était exploitée et entretenue par son beau-frère, Grady Hickman.
Peu de temps après que les chasseurs de lapins se soient arrêtés près du puits, Grady Hickman, qui avait travaillé sur la propriété toute la journée, est arrivé au puits pour obtenir de l'eau pour le radiateur de son tracteur. Il a également remarqué l'odeur nauséabonde. Avec l'aide des chasseurs, Grady a enlevé les planches de bois recouvrant le puits et, après avoir regardé dans l'obscurité en contrebas, ils ont remarqué que l'eau avait une couleur étrange et huileuse. Supposant qu'un animal avait dû tomber dans le puits et se décomposer, les hommes ont baissé un morceau de fil de fer barbelé dans le puits sombre. Cependant, lorsqu'ils ont remonté le fil, il était couvert de poils qui semblaient humains. Après une deuxième inspection, les hommes ont vu ce qui semblait être un corps humain dans les 10 pieds d'eau en contrebas et ont immédiatement appelé le shérif du comté. Dans les heures qui ont suivi, le corps en état de décomposition avancée de Leona Dusseldorf a été retiré des eaux froides et troubles du puits et transporté au bureau du coroner du comté. Sa cousine l'a identifié en premier, reconnaissant une paire de chaussures retirées du puits. La cousine a affirmé qu'elle était sûre à 99% que les chaussures appartenaient à Leona, mais ce sont ses dossiers dentaires qui ont confirmé l'identité du corps. Lors de l'examen, le coroner a observé que les pieds et les poignets de Leona étaient attachés avec une corde en plastique blanche et que ses bras étaient attachés autour de son cou. Leona a été trouvée complètement habillée, à l'exception d'un pull rouge qu'elle portait presque quotidiennement. Son sac à main et sa montre étaient également absents, et il est possible que son assassin les ait pris comme trophée. Un fil électrique avait été enroulé autour de sa taille et des briques provenant d'une usine locale avaient été soigneusement placées pour lester son corps. Une serviette blanche a été trouvée attachée autour de son cou avec 2 nœuds carrés et un chiffon a été trouvé enfoncé dans sa bouche. En raison de l'état avancé de décomposition, le coroner n'a pas pu déterminer la cause exacte de la mort. Cependant, on pense que Leona était encore vivante lorsqu'elle a été jetée dans le puits. Lors de la première tentative de récupération de son corps, la police a découvert que sa main était encore serrée autour d'un petit tuyau à l'intérieur du puits, ce qui signifie qu'elle était probablement consciente ou avait repris conscience en touchant l'eau. Leona aurait été vue pour la dernière fois la veille de sa disparition par un ancien élève qui l'avait vue monter à l'arrière d'une voiture près de la route 41. Le souvenir de la voiture par l'élève n'était pas clair, mais il se souvenait que Leona portait son pull rouge distinctif, ce qui avait attiré son attention. La police pense que le volume pourrait avoir été le mobile de son meurtre, car son sac à main et sa montre n'ont jamais été retrouvés. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Leona aurait caché une grosse somme d'argent dans sa petite propriété agricole que sa sœur lui avait laissée. Ils ont théorisé que l'argent était le but de son assassin. Cependant, après une recherche approfondie sur la ferme, aucun argent n'a été trouvé. Une autre théorie impliquait l'ex-mari de Leona, un homme nommé Edgar Emmons. Pendant leur mariage, Edgar avait été admis de force dans un hôpital psychiatrique de l'État pour incapacité à gérer ses affaires financières. Leona avait répondu en affirmant qu'Edgar était abusif et ils ont divorcé en 1931. Presque une décennie plus tard, en 1943, Edgar avait aidé une femme à kidnapper sa propre fille dont elle avait perdu la garde pendant leur divorce. Il avait tiré sur un policier dans le processus et avait été emprisonné pour tentative de meurtre. Edgar est décédé quelques années plus tard, toujours en prison. Cela signifiait évidemment qu'Edgar ne pouvait pas être le meurtrier de son ex-femme, mais il est possible que son ancienne compagne ait été impliquée. La vérité derrière le meurtre de Leona Dusseldorf reste profondément mystérieuse, et il est fort probable que le monstre qui lui a ôté la vie soit toujours libre de se promener parmi nous.